Aujourd'hui, l'État tient grâce aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs. Moi, j'ai l'impression que la société française, c'est devenu une société du catch. Moi, j'ai 25 ans, j'ai pas l'expérience, mais je suis prêt à aller ouvrir le Vietnam. T'es prêt à aller ouvrir le Vietnam ? Va ouvrir le Vietnam. Dans la vie, parfois, il faut accepter d'être le numéro qui fait progresser l'intégrité des autres. Comment on fait beaucoup de choses en même temps ? Je pense qu'il faut accepter de ne pas faire du tout certains trucs. Ce qui compte pour moi, c'est 2 choses. C'est mes enfants et mes idées. Heureux soit les fêlés car ils laissent passer la lumière. La force de la chaîne, c'est la force de son maillon le plus faible. Hyper révélateur. Je pense que les plus grands leaders que j'ai rencontrés sont des leaders militaires. C'est l'anti-superficialité, le monde de l'armée. T'as des moments de vulnérabilité qu'il faut accepter, en fait. Je pense que j'en suis sortie égratignée et en même temps plus puissante que jamais d'un point de vue entrepreneurial. Et j'ai découvert à quel point j'étais une guerrière et que rien ne pouvait m'arrêter pour un projet. Rien. Ah ouais, tu commences à 6h du matin. Non, mais pas tous les jours, Ouais, mais ouais. en ce moment, ouais. Ouais. Je commence quand mes petites, elles dorment. D'accord. Tu vois. Tu fais quoi, un 6-8 ? Je fais un 6-7,5 et puis ensuite, je les emmène à l'école. Du coup, je recommence à 9h parce que je les emmène à pied. Puis tu sais, Naples, c'est une ville comme ça. Ok, je connais pas. C'est trop génial. Ouais. Oh là là. On en dit tellement de choses de cette ville, c'est un peu le Marseille de l'Italie, tu vois. Non, mais pas du tout. Non ? Non. C'est pour les gens qui connaissent rien qui disent ça, tu vois. Ok. Déjà, il y a 5 millions d'habitants. Combien ? 5 millions. Ah oui, c'est beaucoup. C'est une des plus grandes villes d'Europe. Ah oui, c'est très grand, ouais. Ouais, non, ça n'a... En fait, si, ça ressemble parce que c'est la baie et c'est une ville encaissée, mais c'est tellement italien que tu peux pas dire c'est le Marseille de l'Italie, tu vois. Ouais. C'est hyper italien, c'est très concentré, c'est gigantesque, c'est coincé entre le Vésuve et la mer. C'est génial. La culture est géniale. Comment t'as choisi d'habiter dans cette ville ? J'ai pas choisi. Mon mec est militaire. Il est muté à l'OTAN. La plus grosse base de l'OTAN est à Naples. Ok. Donc tu choisis pas vraiment. Tu sais, quand t'es une meuf de militaire, tu influences des choix. Oui. Tu essayes de faire en sorte que ça aille plutôt là qu'à Calais, quoi. Mais ma grand-mère, elle était de Sardaigne. Donc, tu vois, pour moi, c'est super. Ouais. Parce que c'est étonnant d'ailleurs, parce que je me disais, base de l'OTAN à Naples, c'est improbable de se dire que la plus grosse est à Naples. Je vois pas trop pourquoi d'ailleurs. Bah si, parce qu'en fait, tu as 3 bases militaires de l'OTAN, donc des très grosses bases avec toutes les nationalités. T'en as une qui fait la zone autour de la Méditerranée, c'est Naples. T'en as une aux États-Unis, pour faire l'Atlantique. Et t'en as une, je crois qu'elle est en Allemagne, pour faire tous les pays du Nord. D'accord. Tu m'apprends quelque chose. Mais c'est un des sujets que j'ai envie de discuter avec toi, c'est que tu nous décryptes ce monde militaire que tu connais bien. En fait, l'OTAN, c'est un vrai gros truc. Ah bah oui, bien Pour sûr. nous, c'est théorique parce que tu vois, en plus, la France, elle a déserté l'OTAN. Militairement, elle revient là, mais elle a déserté. Donc en fait, forcément, parce que Trump leur dit vous payez pas, on vous protège pas. Ouais, c'est probablement le seul truc intelligent qu'il dit, tu vois. Ouais. Mais donc nous, on est biberonnés en France à l'idée que l'OTAN, c'est rien du tout. Mais en fait, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc, c'est un truc de malade, l'OTAN. Mais en fait, aujourd'hui, c'est des bases militaires américaines, en réalité. Non, pas du tout. En fait, typiquement, tu vois, donc à 40 minutes de Naples, tu as une base américaine, très grosse base américaine européenne, et à côté de ça, tu as la base de l'OTAN, qui est une très grosse base aussi. Ok. Et donc là, par exemple, ton mari, il bosse là-bas, et donc il est militaire français. Oui. Et donc il fait partie d'un contingent européen qui travaille, mondial, oui. Du coup, de l'OTAN. Lui, il est dans les forces spéciales, donc tu vois, ils sont, je sais pas, une quinzaine dans son bureau, qui sont issus des forces spéciales des pays alliés. Donc, tu as des Américains, des Allemands, des Italiens, des Tchèques, et qui font la planification de potentielles opérations spéciales en cas d'invasion russe, en l'occurrence, parce que c'est quand même ça le gros sujet du moment. Mais c'est une machine de guerre, ce truc. Ah, pardon. Ouais, non, je t'en prie. Et je vous le dis, mais nos chers auditeurs... On peut le dire, Emmanuel a un 4e bébé, donc elle a faim ce matin. Donc voilà, vous nous excusez. Si on a entendu. Des petits bruits de bouche, ce n'est pas de l'irrespect, c'est simplement que j'ai pas envie qu'elle tombe dans les pommes. Mais ok, mais quelle vie, parce que... quelle vie. Donc t'as fait combien de pays là depuis le début de votre relation? Non, c'est le premier à l'étranger. D'accord, le premier à l'étranger. Oui. Mais c'est excitant en même temps. Franchement, la vie... on n'a pas du tout une vie d'expat, nous on a une vie d'italien.
Donc, c'est extraordinaire. L'Italie du Sud, et Naples en particulier, c'est une culture où il y a plein d'ingrédients un peu magiques. D'abord, c'est extrêmement simple. Donc, ça fait du bien, tu vois. C'est pas du tout sophistiqué. C'est hyper intense. Donc, quand t'es un entrepreneur et que t'as besoin d'énergie, moi, la ville, elle est super importante. Avant, on était dans le Finistère. J'adorais, hein. C'était beau, c'était contemplatif. Ça a réduit mon rythme cardiaque. Mais ça me nourrissait pas. Et à un moment, tu vois, je devenais comme un lion en cage. Naples, c'est une ville qui est beaucoup plus intense que Paris, par exemple. Elle est beaucoup plus encaissée, elle est beaucoup plus rapide. À 7h du mat, tout le monde bosse. Jusqu'à 23h, tout le monde bosse. Il y a tout le temps du bruit, tout le temps des gens, tout le temps des voitures, tout le temps des scooters, tout le temps des livraisons, tout le temps quelque chose. Voilà. C'est le gros cliché, parce que moi, je me dis Naples, les Italiens, surtout Naples, tu vois, c'est le côté un peu mafieux, le côté un peu c'est hyper détente. C'est hyper intense. En fait, c'est une culture intéressante parce que ils sont tout le temps à fond, mais la vie s'arrête pour un café. Tu vois ? Donc, en fait, ils sont totalement à fond, mais quand ils vont boire leur petit ristretto, pendant 15 minutes, le temps s'arrête. Et donc, je trouve que c'est une éthique de vie qui est super intéressante. Et deux autres éléments qui sont intéressants sur la culture. Le premier, c'est qu'ils tiennent la politique très à distance de leur vie. Et donc, pour nous, Français qui sommes obsédés par la politique, alimentés par la politique, addicts aussi par les réseaux sociaux, par les chaînes d'infos en continu, finalement, la politique, tu vois, elle a pris la place de choses qui n'existent plus dans nos vies, qui n'existent pas comme elles existent en Italie du Sud, notamment le collectif de vie, donc tu vois, tes voisins, tes trucs, la famille, la religion qui leur sert de réseau social. C'est-à-dire que pour aller à l'église, les filles, elles sont pimpées comme Kim Kardashian. Donc c'est une vision de la religion qui est particulière, parce qu'en fait, c'est un lieu de socialisation où on se fait beau, où on boit un petit spritz avant d'y aller en sortant, où on chante, où les enfants et les chiens sont partout dans l'église. Ouais, voilà. Et donc, comme ça, c'est très rempli, la politique, elle est loin. Donc ça fait aussi beaucoup de bien. Enfin, tu vois, le contraste pour moi le plus saisissant, c'est celui-ci. C'est que je prends l'avion, du coup, assez souvent. Et quand j'arrive à Paris, tu sens la chape de plomb. D'abord du fait que nos vies, elles sont pas remplies de choses qui nous rendent particulièrement joyeux et denses d'un point de vue humain. Tu veux dire ? Oui, et puis en termes de... Oui, d'être bien dans ses baskets, d'être bien dans sa vie, d'être apaisé. Du coup, t'as pas besoin d'être agressif, parce que t'es content, quoi. Tu vois, t'es content. Et l'omniprésence de la politique est très marquant. Et chez eux, c'est bizarre, tu vois, de leur demander alors, tu penses quoi de la Mélanie ? Ils sont là, mais en fait, je m'en fous de la Mélanie. Enfin, pourquoi tu me poses des questions ? Demande-moi ce que je pense de la pasta de ce restaurant. Demande-moi ce que je pense du temps. Demande-moi ce que je pense de Capri ou de Procida. Je vais te dire. Et le deuxième ingrédient qui est super intéressant, mais qui est une synthèse du premier, c'est l'allegria. En fait, quand ils t'interrogent, quand ils comprennent que tu vis chez eux, pour savoir si tu as compris ce qu'il y avait dans leur culture. Et en fait, ce qu'ils essayent de te faire dire, c'est que à Naples, il y a l'allegria, qui veut dire l'allégresse, en fait. Et ça, c'est vrai. Et donc, vivre là-bas, pour moi, c'est une chance. Enfin, tu vois, ça veut dire que j'apprends à mes enfants à être heureux quand tu te lèves le matin, à dire bonjour à tout le monde dans la rue, à faire attention. Je te donne un dernier exemple qui est hyper révélateur. Ils mangent beaucoup de gâteaux. Ils adorent les gâteaux. Alors que dans l'Italie du Nord, parce que j'ai fait des études à Milan, on mange très bien, mais on mange pas beaucoup de gâteaux. Tu vois, il y a pas la culture comme chez nous, des gâteaux, des pâtisseries, tout ça, ça n'existe pas. En Italie du Sud, ils adorent les gâteaux, particulièrement à Naples. Donc tu as des pâtisseries partout. Et quand ils sont au régime, parce qu'à un moment donné, à force de manger des gâteaux, tu vois, ils changent la taille du gâteau. Donc ils ont tous les gâteaux qui sont en normal et en petit. Mais tu vois, ils mangent pas une pomme. Ils mangent le petit gâteau minuscule, le temps de pouvoir remanger le gros gâteau. Ah ouais. C'est hyper révélateur. Ouais. Ok, c'est marrant. En tout cas, ça donne envie. Je me doute bien que vivre au bord de la mer, vivre dans un pays où il fait beau, fait chaud, où il y a une espèce de, comme tu dis, d'allégria, c'est sûr que ça transforme ton mindset, en fait. T'es beaucoup plus apte à être heureux, joyeux, plein d'énergie. Donc, en fait, toi, tu me disais un peu la dépression au bout d'un moment dans le Finistère. Paris, trop énervé, et donc Naples, c'est ta ville de rêve, quoi. Non, pas Paris trop énervé, Paris amorphe depuis la pandémie. Amorphe, carrément ? Ah oui, Paris a vachement changé avec le Covid.
Paris, tu sais, pour moi, les villes, c'est comme des personnes, avec des personnalités, des trucs. Donc, je trouve que Paris est un peu taciturne quand même depuis quelques années, il faut le dire. Mais j'adore cette ville. Tu vois, et d'ailleurs, j'entreprends ici, je suis là ici la moitié du mois. Tu viens d'ici, tu es né à Paris, toi? Non, je suis née dans le Nord. D'où d'ailleurs mon goût, je pense, pour l'Italie du Sud. Ah ouais, c'est que t'es né où dans le Nord? Je suis née à Amiens, mais j'ai grandi à Douai, donc vraiment dans le... Ouais, dans le cœur du... dans le Nord, quoi. Nord-Pas-de-Calais. Toute ma famille, elle est de là-bas. Ouais, et t'as pas d'accent ch'ti? Non, mais quand je reste trop longtemps en mauvaise compagnie, ça revient. Tu vois. Mais non. Oh, j'aimerais tellement t'entendre avec un accent ch'ti. Et mes frères ils parlent très très bien le ch'ti, quoi. Mes parents, bah oui. Dès que ça monte dans les tours, ça vrille. Hop, ça glisse. C'est fini. Oui. Ah ouais, putain. Ah ok, c'est excellent. Bah, raconte-moi un peu d'ailleurs ton enfance. Donc t'as vécu dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous étiez combien de frères et sœurs? 4, c'est ça? Oui, on est 4. Donc j'ai 3 petits frères. Qu'est-ce que je peux te raconter? Ce qui m'intéresse peut-être, c'est de me dire que tu me dises, notamment parce que tu es entrepreneur aujourd'hui, c'était quoi tes rêves quand tu avais 10 ans et comment ils ont évolué, tu vois? Peut-être à 17 ans, c'était quoi? Voilà, comment tu t'es forgé tes envies? C'était quoi mes rêves? Alors déjà, j'ai rêvé très longtemps que j'étais un garçon. Et du coup, je pense que c'est très déterminant et dans mon entrepreneuriat et dans ma personnalité. J'ai mis beaucoup de temps à accepter qu'en fait, je n'étais pas un garçon. Et que donc, voilà. Du coup, j'ai mis beaucoup de temps à avoir des copines filles et à faire des trucs de filles. Mon rêve, c'était d'être flic, forcément. Flic ou juge d'instruction. Enfin, en tout cas, quelque chose dans le domaine du service public, du service de l'ordre, du régalien. Je suis quelqu'un de très républicain, au sens français du terme, pas au sens américain. L'éthique, c'est très important pour moi. La colonne vertébrale, c'est très important pour moi. L'intérêt général, c'est très important pour moi. Mais tu vois, pas au sens économie sociale et solidaire, au sens politique du terme. Donc, et ça vient de mon éducation, où j'ai un papa qui nous a à la fois lu de la poésie, Victor Hugo et Baudelaire, pour ne pas les citer, et expliquer que l'état de droit, c'était très important, que s'intéresser à la politique, c'était très important, qu'avoir des idées et les porter, c'était très important. Il faisait quoi ton papa? Il travaillait dans les chambres de commerce. Donc en fait, c'est le monde consulaire, tu sais, c'est un monde qui est à la frontière du monde de l'entreprise et du monde politique. Et puis, de manière générale, en fait, il est habité par ça. C'est un sujet qui l'intéresse. Et je pense que je suis, des 4 enfants, celle qui a le plus été buvard sur ce sujet-là. Voilà. Et du coup, donc, j'ai fait une fac de droit pour faire ce que je voulais faire. Je suis ensuite rentrée à Sciences Po Paris. Je ne suis pas du tout issue d'une famille de grandes écoles. Je ne connaissais pas l'existence de Sciences Po Paris avant de réussir le concours. En fait, ça, tu sais, c'est les moments dans la vie qui sont des points de bascule qui ensuite déterminent quasiment l'intégralité de ton existence. Donc, j'étais à la fac de droit de Clermont-Ferrand. Je voulais faire la magistrature, donc il fallait aller à Bordeaux. J'aime pas trop les concours parce que j'étais trop angoissée. Voilà, j'aimais pas trop l'école. J'aime pas la compétition quand elle est visible. Et donc, mon père, ma mère m'ont dit, écoute, ma biche, va falloir quand même t'y mettre un peu parce qu'il y a un concours pour y aller. Et donc, le concours qui était le plus proche en agenda et qui était dans la ville de ma tante, c'était le concours de Sciences Po. Donc, j'y suis allée avec mon père. Et en fait, forcément, ça a changé ma vie. Le jour où j'étais reçue, ma mère, elle était en larmes parce qu'elle voulait pas que je parte. Elle m'a dit, mais quelle idée, mais n'importe quoi, mais enfin, on n'avait pas dit ça. On est bien dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais enfin, on fait pas ça, c'est quoi cette histoire? Et voilà. Okay. Et ensuite, donc, à Sciences Po, j'ai été dans une formation pour devenir avocat, magistrat, procureur. J'ai fait un stage auprès d'un juge d'instruction. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, 2 choses. D'abord, je suis passée en cabinet ministériel. Chez Laurent Wauquiez à l'emploi. Donc ça, c'est quand même déterminant parce qu'aujourd'hui, je travaille sur le travail. Et j'ai compris 2 choses. J'ai compris, que la politique avait très peu de marge de manœuvre en réalité. Donc elle a une responsabilité immense
sur les récits, le niveau d'espoir, ce que nous, on est capable de faire et de donner. Ça, c'est fondamental, mais je pense qu'elle a oublié d'ailleurs qu'elle avait ce joystick-là et qu'il était le plus important. Mais sur le reste, ça m'a semblé une administration gigantesque. C'était déprimant pour moi. Et le deuxième élément, c'est que dans le monde de la justice particulièrement, et chez les policiers, comme les magistrats qui sont sur des sujets compliqués, les mœurs, des sujets d'humains, qui sont les sujets qui m'intéressaient, puisque j'ai fait essentiellement du droit pénal. En fait, c'est hyper dur à encaisser. C'est des métiers qui te grignotent le cerveau, mais surtout le cœur. Et du coup, je n'ai rencontré que des gens sous Prozac. Ce qui est normal, parce que c'est inhumain de travailler cette matière toute la journée. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'étais pas suffisamment solide pour faire ce métier, tout simplement. Que ça allait me dévorer. J'étais pas armée parce que je suis trop... c'est ma force aussi, c'est-à-dire je suis hyper vraie, je suis hyper sensible, je suis hyper connectée. Je peux pas me protéger et je pense que mon esprit de justice venait du fait que je ressentais les choses comme elles étaient véritablement. Et donc le fait de se protéger en mettant soit du Prozac, soit du droit entre moi et la chose, c'était insupportable. Donc là, j'ai pivoté, je suis partie à l'ESSEC et j'ai fait de l'entrepreneuriat. Ok, ce que j'allais dire, c'était ma prochaine question, c'est quand est-ce que tu as eu le déclic pour devenir entrepreneur ? D'autant plus que Sciences Po n'est pas elle a plein de qualités, mais pas celle, je trouve, de faire émerger des entrepreneurs. Non, pas du tout. Oui, non, pas du tout. Alors, j'ai eu quand même une petite... Moi, j'ai pas trop aimé l'école. Donc, tu vois, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce que j'ai fait à l'école parce que comme j'y étais pas méga bien, j'ai plutôt occulté. Je sais pas. C'est pas un environnement qui m'a plu. T'aimes pas boire de l'alcool et refaire le monde avec des camarades ? Non, tu vois, je suis jamais vraiment rentrée dedans. Donc, je suis passée un petit peu à côté. Bon, voilà. C'était pas des bons moments pour moi. Tu vois, par exemple, quand j'allais en cours à Sciences Po, je me mettais des sneakers pour me donner une récompense au fait d'avoir passé la journée assise à écouter des trucs. Donc, j'ai besoin de m'auto-récompenser. Non, mais si à Sciences Po, quand même, il y a un mec qui, à un moment donné, a été le premier caillou blanc dans ma vie d'entrepreneur, c'est Philippe Ayat, qui faisait un cours d'initiation à l'entrepreneuriat et qui a juste partagé cette phrase d'Audiard « Heureux soit les fêlés car ils laissent passer la lumière ». Alors ça m'a beaucoup plu. Et je pense que c'est ça que je retiens de ma scolarité à Sciences Po. Heureux soit les fêlés qui laissent passer la lumière. Ouais, car ils laissent passer la lumière. Car ils laissent passer la lumière. Et ça m'a parlé parce qu'en fait, le côté... un fêlé, c'est un libre, c'est un fou du roi, c'est un fantasque. Et puis c'est quelqu'un qui fait du hors-piste, en fait. Donc il va créer la norme, le récit de demain. Et ça, c'est ce que j'avais envie d'être. D'être fêlé. Ouais, je pense que je suis fêlé. Et du coup, le fait que ça soit un entrepreneur qui vienne à Sciences Po, où on façonne des hommes et des femmes qui ont vocation quand même à être soit dans l'intérêt général, soit dans la politique, tu vois, au sens combat du terme, ça m'a beaucoup interpellée. Je me suis dit, mais ce mec, il n'a rien à faire ici. 99% des gens qui sont dans l'amphiboutmie ne comprennent pas ce dont il est en train de parler, de microéconomie, de macroéconomie, de machin. Mais cette phrase, moi, elle m'a vachement attirée. Et ensuite, à l'ESSEC, l'appétit est venu en mangeant, puisque j'ai créé une association dans le cadre de la chaire Diversité Leadership, donc une association qui s'appelait Women Up, qui est devenue un très gros truc, où on avait plein d'entreprises partenaires. On a commencé à prendre la parole avec Desmond Tutu, avec Kofi Annan, à l'OCDE, enfin des trucs de malade mental. Et du coup, on a dû faire monter en puissance et un narratif. Enfin, c'est un sujet important pour moi, les histoires que tu racontes, les concepts que tu déploies, les combats que tu mènes, parce que je pense que c'est ce que je sais faire. Donc, on a fait monter en puissance un narratif, globalement, de dire femmes et jeunes, même combat, quand on parle de diversité en entreprise, parce que notre génération prend pour acquis les combats féministes des 30 dernières années. Pour une raison très simple, c'est que nos mères ont été la première génération massivement féministe. Et donc, les sujets d'équilibre de vie, de méritocratie, finalement de transformation managériale associée sont des sujets qui sont inscrits dans notre génétique. Mais personne n'a conscientisé ça. Tu arrives dans l'entreprise et t'attends ça, parce que c'est ce que tu as entendu chez toi. Et ça change tout, parce qu'en fait, c'était le moment de l'explosion du Women's Forum.
avec beaucoup de grands patrons du CAC 40 qui prenaient la parole là-bas pour dire c'est très important, les femmes, pour des raisons éthiques, moi, ma femme, ma mère, ma fille, ok, ma collaboratrice, ma chère collaboratrice. Et nous, on est arrivé avec un discours qui disait mais en fait, c'est très important d'un point de vue éthique, mais c'est très important d'un point de vue économique. Parce qu'en fait, le sujet, c'est pas seulement d'avoir des femmes à haut niveau parce qu'elles représentent 50% des talents, parce qu'elles représentent 50% de la planète, et puis parce que c'est pas bien quand même de mettre les femmes de côté. Le sujet, c'est aussi de gagner la guerre des talents. Parce que si vous comprenez pas que derrière les aspirations des femmes d'aujourd'hui se cache le nouveau rapport au travail de toutes les générations de demain, vous allez passer à côté d'une révolution. Et ça, tu vois, ça désaxait totalement le regard, et ce d'autant plus que l'association, elle était portée par des hommes et des femmes de ma génération. Donc, c'était vraiment une espèce de cohorte qui arrivait dans des hauts lieux comme ça de pouvoir et où on essayait de construire un petit peu le management de demain, qui interpellait beaucoup. C'est là aussi que j'ai mené mes premiers combats, parce qu'en fait, le problème du progressisme, c'est qu'il se développe par à-coups. Et en l'occurrence, le féminisme classique n'a pas trop apprécié, tu vois, cette entrée en scène de jeunes gens mixtes, qui plus est, qui changeaient un peu le curseur. Voilà. Et donc, en montant Woman Up, en fait, je me suis rendu compte que ma force, c'était ça, c'est-à-dire c'était de développer des projets, d'avoir des idées, puis de les opérationnaliser très rapidement, d'agréger autour de moi des hommes, des femmes, des capitaux, d'essayer d'accumuler des preuves, et puis de passer à l'étape du dessus. Une parenthèse sur le féminisme. Qu'est-ce que tu considères qui est encore le combat du féminisme aujourd'hui ? Je m'explique, c'est que on pourrait considérer que l'état du monde aujourd'hui, surtout au Moyen-Orient par exemple, mais pas que, hein, tu vois, dans certains pays d'Afrique, dans plein d'endroits où si tu veux, les droits fondamentaux des femmes, des petites filles, sont littéralement bafoués, et il y a un tel travail déjà à faire là-bas, à porter, bon, tu vois, voilà. Et question naïve, hein, tu vois, mais en France, qu'est-ce qu'il y a encore à faire après tous les progrès qu'on a eu quand même depuis ces 50 dernières années ? C'est une très très bonne question. Il y a quand même un point qui me taraude, qui est une phrase de Marguerite Yourcenar qui dit il ne faut pas que les femmes, en trouvant leur émancipation, copient les codes masculins, tu vois. Il faut qu'elles arrivent à faire du leadership au féminin, que ce soit pas parce que sinon, à l'extrême, tu vois, il y a certaines patronnes d'entreprise, grandes patronnes d'entreprise, qui peuvent carrément recopier en pire, parfois, les codes de domination, de violence dans le monde du travail, tu vois, parce que juste essayent de faire du mec, tu vois. Donc, c'est quoi, toi, ton avis sur ces sujets-là ? Alors, déjà, merci pour la question. J'adore cette question. Déjà, je réponds à la première partie de ta question, c'est est-ce que parce qu'on marie des petites filles à 9 ans en Afghanistan, ça a encore du sens de combattre sur des sujets féministes en France ? La réponse est oui, parce qu'en fait, c'est un accordéon. C'est-à-dire que c'est... Un quoi, pardon ? C'est un accordéon. C'est accordéon. C'est un accordéon. C'est 50 nuances, finalement, de réflexion et de combat à mener, des plus vitaux aux plus intellectuels, des plus sociétaux aux plus économiques, sur la réflexion de, globalement, la place de la femme dans nos sociétés. Donc, c'est pas parce qu'on doit mener des combats en Afghanistan qu'on ne peut pas faire bouger des choses en France. Et d'ailleurs, moi, je suis une grande partisante du « et », pas du « ou ». Je pense que c'est un des changements de paradigme fondamentaux de notre époque, et que c'est un grand défi d'ailleurs dans le monde de l'entreprise, d'accepter les paradoxes, de ne pas chercher à tout résoudre et de ne pas être binaire. On s'inscrit dans la complexité. Donc ça en fait partie. Pour autant, ta question, elle est hyper intéressante parce qu'en fait, elle pose la question de la nature des combats à porter aujourd'hui en France. Moi, mon analyse de la situation est relativement simple. Il y avait des énormes sujets à porter, notamment dans le monde économique, parce que inégalité salariale, parce qu'aucune femme au CAC 40, et en réalité, c'est l'arbre qui cache le forêt. On s'en fout du CAC 40. Je veux dire, c'est rien du tout dans le monde économique global. Voilà, c'est rien du tout. 90, PME, exactement. boîtes, quoi. Voilà, 99% des boîtes, c'est des PME, des TPE, des ETI, donc c'est pas du tout le sujet. Néanmoins, c'est hyper révélateur du fait qu'il y a un problème quelque part. Et tu vois, quand j'ai créé Woman Up,
J'ai eu des patrons qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas de femmes autour d'eux parce qu'elles n'étaient pas compétentes, en fait. Elles ne sont pas compétentes, et puis c'est dangereux d'avoir une femme parce que ça sert à rien. Enfin, c'était possible de dire des trucs pareils. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Non. Et du coup, je pense qu'un des premiers défis du féminisme, j'ose pas dire moderne, parce qu'en fait, c'est des courants qui sont étiquetés. On est dans un monde très woke et très américain dans la manière de concevoir les sujets de diversité. C'est allé parfois trop loin aussi, même. Voilà. Et donc, j'ose pas dire le féminisme moderne. Je vais dire le féminisme de demain. Mais déjà, un des premiers sujets, c'est de reconnaître toutes les transformations qui ont été faites et les progrès aujourd'hui qui sont absolument phénoménaux. Et d'ailleurs, sur les sujets de diversité homme-femme, il y a beaucoup plus d'achievements dans le monde de l'entreprise que dans la société elle-même. Donc l'entreprise qui était très en retard, elle s'est ultra mobilisée. Et aujourd'hui, elle est très, très, très avancée sur des politiques ultra progressistes. Ça, c'est le premier sujet. Mais le deuxième sujet, c'est que, tu vois, de ce féminisme de combat qui a porté des sujets hyper importants et qui a eu de l'impact, la preuve, aujourd'hui, on a réduit le féminisme au fait que quand tu es une femme, c'est la partie politique de mon discours, polémique de mon discours, et politique d'ailleurs, quand tu es une femme, soit tu es une guerrière, parce que tu dois absolument mener un combat de je sais pas quoi d'ailleurs, soit tu es une victime. Alors ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, à mes yeux, les féminismes modernes des 5 dernières années particulièrement, donc de l'ère MeToo et de l'ère MeToo radicale, ont confisqué le droit d'être une femme en étant bien dans ses baskets, en étant hyper contente d'être une femme, en n'ayant pas une seule fois l'envie d'être autre chose que ce qu'elles sont, en étant dépassionnée, décomplexée, en exerçant par exemple dans le monde de l'entreprise un leadership qui est le leur en fait, qui n'est pas le mimétisme des hommes et qui n'est pas assis ni sur un combat ni sur une position de victime. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que si on prend simplement l'angle économique, mais il est révélateur du reste de la société, tu as une immense majorité de femmes qui ne se sentent pas du tout représentées dans la manière dont on brandit les combats féministes, qui d'ailleurs ne sont plus des combats, qui sont maintenant une proposition, enfin qui devraient être une proposition sur la société de demain, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de place. Voilà. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on est encore en train d'où ma question. C'est-à-dire qu'il y a des endroits sur Terre où tu sens que c'est évident pour des questions juste de droits humains, de représentation de 50% de l'humanité et de celles qui portent la vie, tu vois. Enfin, en fait, et de l'autre côté, c'est effectivement, tu as raison, c'est très parfois, tu as l'impression que, en effet, on est en train de se forcer à continuer à crier et à s'énerver alors que en fait il faudrait peut-être simplement trouver une place plus apaisée pour avancer ou que les femmes portent un autre combat que juste le fait d'être là parce qu'elles sont là et d'ailleurs c'est un des trucs que me disent moi les entrepreneurs du Club Bootstrap, c'est que en fait personne n'a envie d'être là pour un quota, tu vois. Quand tu fais de la discrimination positive, il y a les deux revers. Alors moi j'en ai fait pour le Club Bootstrap parce que ça me tenait à cœur que ce soit pas un groupe que de masculins, qu'on ressemble à quelque chose comme un club business anglais des années 50, tu vois. Mais parfois les plus grands opposants à cette politique, c'était les femmes. En me disant, mais attends, tu vois, on ne veut pas être là parce que juste on est un pourcentage obligatoire qui doit être représenté. Tu vois, on veut être là parce qu'on est fier d'être là, parce qu'on a accompli ce qu'on voulait accomplir, parce qu'aussi on a mené notre chemin qui n'est pas forcément le concours de kékette masculin d'aller devenir la prochaine licorne ou de lever le plus de fonds, tu vois. Donc voilà, c'est intéressant. Les quotas, de toute façon, c'est des sujets qui ont deux facettes. Donc c'est un mal nécessaire. C'est absolument nécessaire. Et sans les quotas, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc c'est des cliquets qui font beaucoup progresser la société. Après, évidemment que c'est toujours les femmes qui disent « mais non, mais ça me va pas », parce que t'as pas envie d'être le numéro qui. C'est ça. Mais dans la vie, parfois, il faut accepter d'être le numéro qui fait progresser l'intégrité des autres. Tu vois. Okay. Donc c'est un mal nécessaire. Et pour clôturer peut-être sur le sujet du féminisme, le féminisme, c'est aussi un fonds de commerce, tu vois, puisqu'on parle de business. Donc c'est difficile de quitter un territoire intellectuel dans lequel finalement tu existes, tu vends des conseils, tu vends tes conférences, tu vends ton association, tu lèves des fonds, etc. Parce que le monde a changé. Donc tu t'accroches au fait que les combats que tu as menés, c'est encore ça, la matrice dans laquelle on est. Oui, mais le fait d'être une femme, d'être lesbienne, d'être noire et d'être handicapée est un sous-sujet qu'on doit adresser de manière catégorielle. Non, en fait, les gars, le monde a changé. On peut plus adresser les choses de cette manière. Évidemment qu'il y a un paquet de combats qui ont été gagnés. Et est-ce qu'il n'est pas aussi temps de faire un bilan, de changer les approches
et de permettre, alors ça va être très italien ce que je vais dire, mais c'est ce sur quoi je travaille, de permettre l'émergence en fait d'un leadership au féminin qui soit un leadership de responsabilité sur la société qui est la nôtre, parce qu'aujourd'hui d'un point de vue politique on en a immensément besoin. Le bazar ambiant en fait c'est un bordel de mecs, hein. Et ça devient tellement ridicule quand t'es une femme de pouvoir ou une femme d'influence de regarder ce concours américain, Macron au milieu, enfin je veux dire Attal machin, enfin c'est du délire. C'est tellement, ça transpire une espèce de masculinité absurde. Testostérone. Ouais, et puis entre nous, de fausse testostérone, enfin je veux dire de testostérone de paille. Ça n'a aucun sens. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que le sujet féministe, le sujet féminin est plus important que jamais, parce que si tu regardes dans le monde économique, il y a des femmes extraordinaires à la tête des boîtes, et qui sont dans l'allégria de l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de taper sur les gens pour obtenir ce qu'elles veulent. Pour autant, elles ne sont pas douces, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont hyper bien dans leur basket. C'est des putains de rôle modèles pour beaucoup de femmes, parce qu'elles sont dans une féminité de jouissance, décomplexée. Elles sont... Je vais te donner des noms. Maud Bailly, qui est comme ex d'accord, c'est une femme extraordinaire. C'est un espèce de... C'est une étoile, en fait. Elle est heureuse d'être en vie, elle est solaire. Masti Razavi, à la tête d'Auguste et de Bouzy, je sais pas, c'est un avion de chasse dans tous les sens du terme. C'est une leçon de style, c'est une leçon de classe, c'est une leçon de tout. Et en fait, ces femmes-là, aujourd'hui, tu vois, elles sont très nombreuses. Je ne suis pas certaine qu'elles se reconnaissent dans la manière dont on a confisqué le féminin. Je ne te parle même pas du féminisme, le féminin. Et je pense qu'il est important aujourd'hui, compte tenu de la richesse des femmes qu'on a notamment en France, qui incarnent ce nouveau modèle, de réussir à les agréger et proposer quelque chose de nouveau, en fait. Ce regard, cette espèce de calque qu'on pourrait apporter sur la société, qui est apaisé et heureux d'être en vie, tu vois. Je rebondis avec mon histoire. Mais oui, mais bien sûr. Tu vois, et Maud, elle est corse et italienne, Masti, elle est iranienne. Enfin, ça n'est pas un hasard. Ouais, ça n'est pas un hasard. Alors, ça me fait penser au fait que il y a quelque chose chez toi qui est assez frappant, c'est que, mais ça correspond aussi à ton parcours académique, hein, parce que tu es allé à Sciences Po, parce que tu as tout de suite été dans des cabinets ministériels, et aujourd'hui tu as été administratrice de grands groupes. C'est un monde qui fascine, notamment pour les entrepreneurs qui en sont assez éloignés, tu vois. Mais c'est un peu le Graal pour les entrepreneurs, d'ailleurs, de vendre au CAC 40, tu vois, aux grandes entreprises françaises, parce que c'est là où se trouve l'argent, c'est là où il y a plein de trésors, c'est là où parfois aussi réside l'innovation. Donc, est-ce que tu peux nous décrypter un petit peu ce monde-là ? C'est quoi tu vois, le plus... Qu'est-ce qui te marque le plus déjà dans ce monde-là ? Mais avant ça, j'aimerais remercier mon partenaire Magma. C'est une newsletter business qui est propulsée tous les vendredis par Orso Media. J'adore Magma parce que elle me permet d'avoir des nouvelles idées de business ou de détecter des tendances de marché. Par exemple, ils proposent des idées de startups qui ont cartonné à l'étranger que vous pouvez lancer en France, ou vont te donner des analyses concrètes, précises, détaillées d'un nouveau marché en explosion en ce moment. Et puis plein d'autres rubriques qui parlent de tech et d'innovation. Voilà, Magma, c'est aussi une communauté avec des WhatsApp très actifs que vous pouvez retrouver pour vous entraider, pour recruter, pour tester des nouveaux produits, pour lancer votre startup. Voilà, donc il y a une vraie entraide et beaucoup de communication sur le groupe. Je trouve ça vraiment chouette. Et puis surtout, c'est plus de 1500 abonnés payants aujourd'hui, avec plus de 230 éditions qui sont sorties, des centaines de sujets traités, plus de 700 je crois. Et puis surtout des lecteurs qui sont des entrepreneurs ou des investisseurs reconnus, comme Xavier Niel, comme Jean de la Roche-Brochard ou comme Mathieu Stéphanie. Donc voilà, si vous voulez les rejoindre, Magma, vous pouvez utiliser mon code qui s'appelle Bootstrap50, donc BOOTSTRAP 50, Bootstrap50, pour vous abonner à la newsletter Magma. N'hésitez pas et à bientôt. Alors déjà, je suis pas certaine que ça soit le Graal. En fait, tu sais, je pense que on développe son territoire d'impact et son territoire d'entrepreneuriat là où on peut. Donc moi, c'était plutôt mes codes. Et puis, c'est ma manière de réfléchir, en fait. Tu vois, nous, on fait avec les bosons la socio des orgas. Donc, on crée et on conduit du changement sur des grosses organisations. C'est comme si on était les docteurs des organisations. Mais ça, c'est le reflet d'une pensée systémique. C'est-à-dire que moi, je ne pourrais pas être coach
Le B2C, c'est compliqué pour moi. C'est pas du tout mon... Tu vois, c'est pas mon inclinaison personnelle. J'en ai fait un peu, voilà. J'en ai fait un petit peu. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai vu que j'étais plus en difficulté pour projeter des usages et des trucs parce qu'en fait, la manière dont je réfléchis, et c'est pour ça que ça a du sens avec ta question sur Sciences Po, sur l'État, etc. Une organisation, une TI ou une grande entreprise, en fait, c'est une micro-société. Donc, tu vois, c'est un objet que j'arrive à appréhender pour y voir les flux, les machins, les trucs, concevoir des plans, ouais, en fait, globalement. Mais mon Graal à moi, tu vois, moi je me dis, j'adorerais pouvoir imaginer le changement et conduire le changement dans des startups, en fait. Et tu vois, donc on voit chacun le Graal là où... La startup, déjà, l'enjeu, c'est de survivre. Oui, alors disons la scale-up. Tu vois, la scale-up, c'est un monde qui m'est relativement inconnu, où le rythme n'est pas le même, la sociologie, la population n'est pas la même, les dirigeants sont extrêmement différents. Je suis pas certaine qu'ils soient mieux, d'ailleurs, entre nous. D'ailleurs, je pense que c'est pas tout à fait le sujet, est-ce que c'est mieux ou pas, mais c'est vraiment très, très différent. Du coup, il y a moins cette compréhension que pour avoir une croissance dans la durée, il faut un business model exceptionnel adossé à un modèle social exceptionnel. Et tu vois, c'est fou, ça fait 15 ans qu'on fait de la socio des orgas. Ça fait 15 ans que je fais voyager mes idées quand même de manière extrêmement volontariste. Donc, je peux pas imaginer qu'il n'y ait pas un patron de scale-up qui ait entendu ça. Et pour autant, la prise de conscience, elle est encore à niveau zéro. Hein. Donc, pour répondre à ta question sur le CAC 40, ou sur les grandes entreprises de manière générale, puisque le CAC 40, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. C'est le monde des grands corporates. Qu'est-ce que je peux te dire Ils sont comment, déjà, Qu'est-ce que tu admires chez les grands patrons? Qu'est-ce que tu trouves qui est leur pire défaut? Bah, déjà, moi, j'ai un énorme biais. Je ne peux pas répondre à ta question. J'ai un gros biais parce qu'on travaille avec le gratin. Et le gratin au sens complètement biaisé et militant qui est le mien, c'est-à-dire ceux qui prennent leurs responsabilités. Donc, du coup, ce que j'admire, pour répondre à ta question, c'est la propension au courage. J'admire des hommes et des femmes qui, à un moment donné dans leur vie personnelle, souvent ont eu des moments de bascule, et qui, parce qu'ils ont développé une vision du monde différente, développent une vision de la performance différente à la tête de très grosses structures industrielles, dans le bâtiment, enfin dans du lourd en fait. En fait, ce sont des hommes et des femmes qui inventent le capitalisme de demain, et ils ne le font pas par dogmatisme. Ils ne le font pas par dogmatisme. Je déteste le dogmatisme. Ils le font pas parce qu'ils se disent c'est bien, c'est ça qu'il faut faire, people, planet, profit, machin bidule. Non. Ils le font parce que profondément, ils sentent l'air de l'époque. Tu penses à qui, par exemple? Bah, je pense à Christopher Guérin, qui est à la tête de Nexans. Ah oui, c'est lui qui fait la boîte industrielle là, de câbles. Ou je sais c'est des câbles. J'avais écouté un podcast sur lui. Je sais plus. Il a publié un livre sur le leadership vertueux. Il a publié un livre en fait sur l'opération de transformation qu'il a menée à l'intérieur de l'entreprise. Ce qui est très intéressant, c'est que Christopher Guérin n'est pas un idéologue. C'est un super podcast d'ailleurs. C'est un vrai chef d'entreprise, mais c'est un chef d'entreprise très courageux qui, dans la durée, a implémenté à l'intérieur de son entreprise une autre vision de la performance, dans laquelle la performance économique, elle est centrale. Mais elle ne peut pas se faire sans une performance environnementale et une performance sociale. Ça peut paraître du bon sens, hein, mais ça n'existe pas dans 99% des boîtes. Ça n'existe pas. Ce qui est le plus intéressant avec Christopher Guérin, c'est qu'il commence à avoir des résultats. Donc il devient une espèce de preuve vivante à l'échelle du fait que on peut s'inscrire dans des enjeux de performance exceptionnels dans un monde économique traditionnel, en allant jouer sur des leviers qu'on ne regardait pas jusqu'à présent parce qu'on se disait ça c'est des RH, ça c'est de la com, hein, l'environnement, etc., etc. Lui, il a mis ça au cœur de son business. Et pour autant, tu le verras pas, tu vois, avec une pancarte, parce que c'est pas ça. Ça reste un homme de pragmatisme, un homme économique. Un autre exemple, les Mulliers, qui se tapent d'ailleurs des shitstorms en permanence. Enfants, donc. Ouais, mais bon, enfin, tu vois, sur la base de, je sais pas si t'as regardé le complément d'enquête, pas encore. Non. C'est l'enfer. C'est un autre sujet, ça. C'est
c'est l'ère putaclic dans laquelle on est, où avec n'importe quoi, tu fais monter de la mayonnaise et les gens sont contents. Enfin, tu vois. Moi, j'ai l'impression que la société française, c'est devenu une société du catch. N'importe quoi. Tu peux mettre des arguments les uns à côté des autres. Ils n'ont pas de lien entre eux, mais c'est pas grave, parce qu'à la fin, c'est comme si on était au spectacle de catch. Ouais. Donc tu manges tes pop-corn et tu défonces tous ces gros connards de patrons qui sont forcément riches, qui sont forcément des bâtards. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Bref, les Mulliers, c'est, tu vois, depuis plus de 70 ans, du catholicisme social. C'est dingue, en fait. Alors, aujourd'hui, c'est pas ça qui est porteur. Tu vas pas dire, c'est trop génial, disons qu'ils ont monté un empire de 100 milliards sur la religion catholique. Mais en fait, quand tu tires les fils et que tu sors du sujet religieux, il y a un rapport à la responsabilité, il y a un rapport au territoire qui est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est des hommes et des femmes, et particulièrement à leur tête Barthélémy Guilin, qui est le patron de la holding de tête, qui a une conscience extrêmement aiguë de la responsabilité qu'ils ont de faire vivre des territoires. Et le territoire, c'est la bonne maille. Parce qu'en fait, le territoire, c'est pas un sujet d'entrepreneur. Mais c'est pas non plus le sujet Xavier Bertrand, tu vois. C'est pas le sujet de la mer de Lille. Le territoire, c'est le sujet de tous et de ceux qui peuvent faire la différence là-bas. Et lui, il a le courage de penser de manière holistique à sa responsabilité. Et puis les Mulliers avant lui, parce qu'il est de cette nouvelle génération de patrons que moi je sers, ont théorisé le partage de l'avoir, du savoir et du pouvoir. Moi, je connais pas beaucoup de boîtes en fait qui fonctionnent de cette manière. Qu'est-ce que tu trouves fort là-dedans ? Le partage de l'avoir, c'est qu'ils ont, depuis quasiment l'origine, des dispositifs de redistribution des richesses créées qui sont parmi les plus compétitives de ce qu'on peut voir probablement en Europe. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'ils en parlent à des... Tu veux dire des profits du groupe redistribués aux salariés ? Bien sûr, bien sûr. Okay. En fait, il y a de l'actionnariat salarié depuis la nuit des temps. Mais pas un actionnariat salarié de pacotille, hein, pas sur étagère, tu prends tes 500 € et t'es content. Ils ont permis à des familles entières de sortir de leurs conditions sociales sur la durée de leur engagement pour la famille. Alors, c'est très paternaliste, au sens où le corollaire de ça, c'est la loyauté et c'est une qualité d'engagement. Mais tu vois, si on prend Decathlon, par exemple, qui est une entreprise dans laquelle il y a une moyenne d'âge qui est relativement basse, parce que c'est beaucoup des jeunes et c'est beaucoup des sportifs et c'est très international comme entreprise. C'est l'entreprise préférée des Français, d'ailleurs. C'est une boîte dans laquelle le niveau d'engagement est absolument phénoménal. Et il est phénoménal parce qu'en fait, ce modèle, il est tellement contemporain, tu vois, c'est des fondamentaux humains, presque universels. Je veux dire, en fait, si je considère que c'est un peu ma boîte, si on m'explique, donc le partage du savoir, si on m'explique ce qu'on essaye de faire, le sport accessible au plus grand nombre, comment est-ce qu'on va le faire, si on me donne les moyens, subsidiarité, de lever la main et de dire, ok, moi j'ai 25 ans, j'ai pas l'expérience, mais je suis prêt à aller ouvrir le Vietnam. T'es prêt à aller ouvrir le Vietnam ? Va ouvrir le Vietnam. Le seul endroit où j'ai retrouvé, tu vois, c'est un tel niveau de subsidiarité, c'est dans l'armée. Et puis le partage du pouvoir, donc des mécanismes de gouvernance dans lesquels il y a, là aussi, comme dans la marine en particulier, des oreilles géantes, tu vois, de Harry Potter qui vont très loin dans l'organisation pour comprendre, pour entendre, etc. Alors, etc. L'armée, enfin, j'ai deux questions en même temps. Vas-y. Une première, c'est est-ce que tu penses que les patrons devraient se révolter aujourd'hui, dans le sens où, tu vois, il commence à y avoir des Bernard Arnault qui prennent la parole pour dénoncer la taxation du Made in France. Le patron de Michelin, pareil, qui dit qu'on fait J'adore Florent Ménégo. sur les entrepreneurs, qu'on est en train d'aller dans le mur. Et voilà, et puis au budget, le ministre qui va être capable de dire qu'il faut que les entreprises acceptent d'être moins rentables. Oui. Donc je pense qu'il a mal précisé sa pensée, parce qu'après, il l'a précisé, c'était plus intelligent. Mais néanmoins, tu vois, c'était assez maladroit dans le contexte. Les patrons commencent enfin, tu vois, à dire en fait, ça suffit, là, l'obésité de l'État et puis cette espèce de machine à fric, on continue à dépenser pour notre structure. Et du coup, on augmente les impôts alors qu'on avait promis qu'on ferait l'inverse. Ça devient délirant, tu vois, et ça devient flippant. Donc, et puis Pouyanné de Total qui disait aussi que lui qui voulait peut-être se mettre à New York en cotation principale, tu vois. Donc qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu penses que c'est légitime ? Est-ce qu'au contraire, le modèle français là-dessus, il faut accepter qu'on a un modèle social qui est poussé, qui demande de l'argent, voilà, ou est-ce que justement c'est au patron de taper du poing et comment ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait ? Elles sont trop bien tes questions, Mathieu.
Alors, ouais, bien sûr qu'ils doivent se révolter. D'ailleurs, on n'en est pas très très loin. En fait, ce qui est scandaleux, c'est que il y a une espèce d'inversion, tu vois, totalement du pacte social en France. Et ça, c'est très macronien. La politique, enfin, je veux dire, on n'a pas un despote à la tête de l'État, on n'a pas un roi non plus, hein, contrairement à ce qu'on pourrait se laisser penser de temps en temps. Les citoyens, c'est nous. Aujourd'hui, l'État tient grâce aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs. Emmanuel Macron est au service des Français, il est au service de la France. Les entrepreneurs ne sont pas au service d'un État à la dérive. Donc, au-delà de la posture sur laquelle les dirigeants ont énormément glosé, la posture d'arrogance, ils n'ont pas expliqué les sous-titres, mais c'est de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle. Et d'ailleurs, si tu posais la question militaire, ils te diraient la même chose. Alors, ils ne le diraient pas en off parce qu'ils sont en on, ils ont un devoir de réserve. Mais en off, c'est ça qu'ils te diraient. C'est de dire, attendez, on est l'armée de la République. On n'est pas l'armée d'Emmanuel Macron ni de Sébastien Lecornu, que les choses soient claires. Donc, au-delà de la posture, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a une rupture du pacte social, alors avec les citoyens, mais particulièrement avec les bâtisseurs. Les bâtisseurs, c'est les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Et dans les chefs d'entreprise, particulièrement les entreprises familiales, qui sont des entreprises qui s'inscrivent dans le temps très long et qui font l'actif économique stratégique de la France. Parce que c'est des boîtes qui sont loyales, qui sont implantées dans les territoires, qui vont prendre leurs responsabilités. C'est le trésor, en fait, économique de l'entreprise. Aujourd'hui, l'État dépend de ces contributions-là. Mais l'État a oublié qu'elle avait besoin absolument de bâtisseurs qui y croient, qui ont de l'espoir, qui ont envie de contribuer à un système qu'ils jugent efficient. Et tu ne peux pas avoir un tel décalage. C'est-à-dire, tu ne peux pas demander à des entrepreneurs et des chefs d'entreprise de tels exercices de résilience que ceux qu'ils ont vécu sur les 5 dernières années. Parce que la pandémie a été... depuis la pandémie, c'est une course d'obstacles où l'enjeu n'est plus de tenir, c'est de durer dans l'adversité, dans la complexité, avec un niveau de contrainte que des entreprises américaines, par exemple, n'ont pas. Donc, on est désormais dans une situation qui n'est pas concurrentielle. Les dés sont pipés. Et là-dedans, tu as, donc ça répond aussi à ta question précédente sur qu'est-ce que j'admire chez eux. Les mecs, ils lâchent pas. Pour l'instant, ils ne lâchent pas. Ils ne plient pas. Ils continuent. C'est de plus en plus difficile de tenir des boîtes. Il y a l'érosion de l'engagement, il y a l'inflation réglementaire, il y a l'inflation tout court, il y a l'envolée des prix de l'énergie, il y a l'instabilité politique. Il y a le désamour de la France d'un point de vue financement, etc., etc. Donc, tu as un espèce de champ de contraintes qui fait que l'exercice de diriger, de tenir, de faire tenir ces modèles qui contribuent immensément, en fait, à l'État, devient pas simplement ultra complexe, mais presque un peu ingrat. Tu vois ? C'est l'enfer aujourd'hui de diriger une grande entreprise dans le contexte actuel. C'est infernal. C'est infernal, tu rentres le soir, t'as juste envie de dormir, de débrancher ton cerveau et de te dire « Putain, je n'ai que des emmerdes ». Dans ce contexte-là, en fait, où ils font face à une adversité importante et ils font preuve d'ingéniosité, de créativité, de sobriété, de remise en question, d'agilité, parce que sinon on aurait un paquet de faillites sur des grosses organisations, le fait de se voir donner des leçons par un État arrogant, obèse, dépensier, qui veut même pas faire le bilan, en fait, économique de la manière dont il gère les choses, et qui, quand il fait des énormes conneries, vient t'expliquer qu'en fait c'est de ta faute, c'est insupportable. C'est insupportable parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que ces bâtisseurs dont on parle sont les premiers contributeurs. Donc, de la même manière que des citoyens, tu vois, qui contribuent, qui consentent à l'impôt. Je te rappelle que c'est comme ça que notre démocratie et notre modèle social fonctionnent. On consent à l'impôt parce qu'en fait, on sait que derrière, il y a un modèle social d'excellence. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que pour un chef d'entreprise, a fortiori un bâtisseur, donc un entrepreneur ou une entreprise familiale, il consent à contribuer de manière beaucoup plus intense que tous ses copains qui ne sont pas en France, à un État et à un pacte, à un modèle social qui est aujourd'hui en déliquescence absolue de partout. Public, des hôpitaux, mais de partout. Donc ils le vivent en tant que citoyens, mais en tant que dirigeants. Ils veulent un rendez-vous à Bercy pour dire, les gars, là, vous êtes en train de... Dans le monde du soin, vous êtes en train de casser, en fait, le privé.
Mais le privé, c'est ce qui fait tenir le public et c'est ce qui fait tenir le soin en France. Vous êtes en train de tout casser. Donc quand ils viennent comme ça en disant « mais attendez, parce que dans la grande distrib, attendez, parce que dans l'énergie, mais attendez, parce que… » Ils se font recevoir par qui aujourd'hui ? Ils se font recevoir par des conseillers qui ont 24 ans, qui sont d'une arrogance folle, parce que désormais, c'est ça les cabinets ministériels, ou par des ministres qui connaissent que dalle, parce que tu comprends, c'est un jeu de chaises musicales et qu'en fait, on s'en fout un peu de la compétence. Désormais, ça, c'est terminé. En fait, tu vois, si tu te mets dans les shoes des dirigeants, ça devient insupportable. Insupportable. Est-ce que tu penses qu'il nous faut un… Donc bien sûr qu'ils doivent se révolter. En tout cas, ils ont le droit de dire que le deal ne tient plus, qu'ils peuvent aussi arrêter, tu vois, de payer les URSSAF, etc. C'est intéressant. Histoire qu'on se rappelle bien le pacte qu'on passe et de rééquilibrer le rapport de force qui est en train de casser pas simplement la politique, mais le monde économique et le travail. Est-ce que tu penses qu'il nous faut quoi qu'on pense de lui, avec ses travers, mais est-ce qu'il nous faut un Elon Musk français qui vient tailler dans le gras de l'État et puis sabrer, tu vois, dans justement toute cette arrogance, tous ces gens peut-être qui sont ancrés dans leurs habitudes, qui sont incapables de bouger, de se remettre en question. Et si on en a besoin, c'est qui, tu penses ? Si c'était un patron qui venait à la tête de l'État, ou en tout cas au plus près de l'État. Alors, peut-être que tu vois, il y a un mois, je t'aurais dit, ah oui, c'est une bonne idée, ça, dis donc. Maintenant, à l'épreuve du réel, de ce qu'on observe aux États-Unis, la réponse est absolument non. C'est sûrement pas ce dont on a besoin. Et je pense d'ailleurs que c'est pas du tout ce dont les États-Unis ont besoin et qu'on se reparlera dans 2 ans en se disant, ah ouais, finalement, entre les effets d'annonce, la démonstration de force et la réalité concrète, t'as un gouffre béant. Et tu vas avoir le gouffre de la déliquescence américaine. Une fois que t'as envoyé tes paillettes, en fait, le truc qui tourne plus, t'es quand même un peu dans la merde. Je pense que non, même si, en off, des ministres régaliens en exercice appellent ça de leur vœu. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont tellement contribué, tous autant qu'ils sont, mon sujet c'est pas Macron, parce que ça avait commencé bien avant, mais ils ont tellement contribué à abîmer la chose politique qu'aujourd'hui, eux-mêmes, qui sont issus du système, avec le niveau de cynisme qui est le leur, appellent de leur vœu un milliardaire qui n'en aurait rien à foutre pour venir tailler dans le gras. Voilà. Aujourd'hui, la politique, Mathieu, pour moi qui ai été formée à ça, qui a été biberonnée par un papa, l'intérêt général, le machin, le truc, De Gaulle, Pompidou, la diplomatie internationale, l'élégance que tu peux observer dans les armées françaises. La politique, en 2025, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est qu'on dit, ah, vas-y, un gros bourrin, un milliardaire qui en a rien à foutre, il vient à la tête de l'État et il taille dans le gras. En fait, tu sais quoi, moi je pense que c'est pas du tout ça la politique et je pense que la France en particulier n'a pas du tout besoin de ça. La France, c'est un pays qui a une histoire absolument extraordinaire. L'Europe, c'est le berceau culturel, politique de l'humanité. Et en fait, on a besoin de revenir sur des fondamentaux politiques. On a besoin d'hommes et de femmes qui transpirent l'amour de leur pays, mais pas au sens Rassemblement national ou zémourien du terme, ou pire, knafo du terme. Au sens le plus... Tu sais, c'est un parallèle avec le féminin que je te partageais tout à l'heure. Le plus naturel du terme. Le plus naturel du terme. Tu vis à l'étranger, t'es heureux d'être français pour plein de raisons, en fait. T'es heureux d'être français. Donc, moi, je crois qu'on a besoin d'hommes et de femmes d'intérêt général qui vibrent pour leur pays, qui savent parler d'éthique, de valeurs, qui savent porter des combats idéologiques, qui repositionnent la politique au bon niveau. Donc, la politique au bon niveau, c'est l'art de proposer une vision de société, de donner aux hommes et aux femmes qui composent la France des raisons d'y croire et le pouvoir d'agir. C'est ça la politique. Et en fait, c'est de ça dont on a besoin. Est-on en capacité aujourd'hui en France de faire émerger ce type de personnes ? Je pense que non, parce qu'en fait, la politique, elle s'est considérablement durcie ces dernières années. Et aujourd'hui, c'est un laser game géant. C'est-à-dire qu'il y en a un qui sort, qui est un tout petit peu pur. Il se fait défoncer en 2 minutes chrono. Résultat des courses, c'est que les gros connards, tu vois, qui ont un niveau de cynisme et un niveau de protection en termes de gilet pare-balles d'humanité absolument gigantesque, qui peuvent émerger. La preuve, le gouvernement.
Ouais. Donc, et c'est pareil dans les luttes partisanes, dans les partis. Là, François Hollande va déclarer qu'il est candidat à la présidence du Parti socialiste. Ah, c'est vrai. C'est incroyable. C'est incroyable. Et à un moment donné, la réalité dépasse la fiction, dépasse l'entendement. Et le mec n'ont de rien, quoi. Voilà. Donc moi, je crois que c'est de ça dont la France et l'Europe ont besoin. Et je pense que le monde a besoin de ça, parce que le monde a besoin de se rappeler qu'en fait, on doit faire société. Qu'on ne gère pas une boîte et on ne gère pas un État à la tronçonneuse. Même si ça ferait du bien de temps en temps et qu'il faudra le faire sur une partie. Mais ça ne peut pas être le projet. Tu comprends? C'est ça que je veux dire. Ça ne peut pas être le projet. Ça ne peut pas être le projet. Okay. Le projet aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de quelqu'un qui vient ici et qui pose pas ses couilles sur la table. On n'en a rien à foutre des couilles, tu vois. Et je pense qu'on meurt des couilles, en fait, aujourd'hui, au niveau mondial, mais qui pose son cœur sur la table, son cœur de Français, son cœur d'Européen, son cœur d'humain, et qui dit voilà ce que je vous propose. Voilà ce en quoi je crois. Voilà comment on va faire société demain. Voilà comment on va remanier le pacte. Plus d'authenticité, plus de cœur, plus de politique. Plus de politique. Et il y a un monde plus d'espoir, plus de récits, plus de vérité, plus de risques. Il y a un monde plus de risques. Il y a un monde dont tu parles, tu as parlé plusieurs fois tout à l'heure et que tu connais bien, c'est le monde de l'armée. Puisque toi, tu es réserviste d'ailleurs de la Marine nationale et puis tu as monté ce projet qui s'appelle À la croisée des mondes pour faire rencontrer le monde privé et puis les militaires, en fait. Oui. Donc, qu'est-ce que tu vois, pour sortir un peu de la politique et revenir sur l'entrepreneuriat, qu'est-ce que les entrepreneurs ont à gagner ou à apprendre des militaires? Beaucoup. Et inversement, d'ailleurs. Inversement. En fait, les armées, c'est un monde dans lequel j'ai trouvé une résonance avec des valeurs, avec de la consistance intellectuelle, avec l'éthique. Le poète Pierre Réverdy donnait dans les années 50 sa définition de l'éthique, l'esthétique du dedans. Il y a beaucoup de courage. Je pense que les plus grands leaders que j'ai rencontrés sont des leaders militaires. En fait, ils ont le courage de dire. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la Grande Muette, elle est vraiment derrière nous. Il y a une liberté de parole dans les armées qui est complètement dingue, que je n'ai jamais vue dans le monde de l'entreprise. Liberté de parole au sein de l'armée, tu veux dire? Oui. Pas en public, en fait. Pas en public. Non, parce qu'il y a le devoir médias, de réserve, mais en fait, ils sont extrêmement libres de dire entre eux. Les discussions sont extrêmement franches. Et ça fait du bien, tu vois. Tu dis les choses comme elles sont, tu dis ce que tu penses véritablement. Les discussions sont souvent très approfondies. Donc, c'est l'anti-superficialité, le monde de l'armée. C'est l'anti-superficialité. Probablement pour une raison endogène, qui est que quand tu as la mort comme hypothèse de travail et que tout général ou tout amiral que tu sois, les gens que tu vas engager sont des jeunes de 24 ans qui risquent de se faire trouer la peau, parce que ça reste ça, la réalité. T'as une conception de la valeur humaine, de l'importance du management pour faire grandir les hommes et les femmes. Donc, ça s'appelle le commandement chez eux, mais en fait, c'est la même chose. De l'importance de la famille dans l'engagement et dans la pérennité de cet engagement. On dit que la famille, elle fait partie du sac. T'as aussi cette capacité cérébrale et donc de leadership extraordinaire à jongler entre le macro et le micro en permanence. Tu vois, on parle par exemple à la tête du Charles de Gaulle du leadership par l'abandon. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un monstre de complexité. C'est une ETI sur mer, voilà. Le porte-avions. Ouais. Voilà, c'est un monstre de complexité. C'est un hôpital militaire, c'est un aéroport enfin un aéroport. Non, c'est une piste d'atterrissage et de décollage d'avions de chasse. Toutes les minutes, il y a un avion de chasse qui décolle et qui apponte. C'est un centre de réparation des Rafales, c'est une cathédrale de munitions, c'est une centrale nucléaire, c'est le plus grand restaurant de la Marine nationale. C'est du délire. C'est du délire. Pour moi, c'est hyper intéressant parce que tu vois, c'est comme un laboratoire de complexité ultra imbriqué, de très haute technologie et de très haute intensité humaine. Sur le Charles de Gaulle, personne n'est en double. Donc on dit que chaque marin compte parce qu'il n'y a pas de double chaîne. Et que la force de la chaîne, c'est la force de son maillon le plus faible. Hyper révélateur, tu vois. Et donc, la fierté d'appartenance, l'esprit d'équipage, la subsidiarité, le fait qu'on compte
les uns sur les autres. C'est une histoire de survie et c'est une histoire d'efficience de la machine globale. Dans ce contexte-là, qui peut commander un truc pareil ? Personne. C'est extrêmement simple. Personne. Et donc, on parle de leadership par l'abandon à la tête du Charles de Gaulle, parce qu'il faut que le pacha, le plus gradé, soit en capacité de s'abandonner à une cohorte sur certains aspects beaucoup plus forte que lui. Mais je me souviens, tu vois, c'est un événement qu'on avait fait ensemble, où justement, alors j'ai un trou sur son nom, mais qui était l'ancien commandant du Charles de Gaulle, que j'avais trouvé extraordinaire. Éric Malbruno, Éric peut-être. Malbruno, oui. Incroyable, Oui. Éric Malbruno. Oui. Qui m'avait marqué à 2 titres. Le premier, c'est le niveau de respect, d'humanité qu'il a, alors qu'il a eu des fonctions et qu'il a des fonctions militaires. Tu vois, Très commandant élevé. du porte-avions, Oui. Charles de Gaulle, c'est général, en fait, donc c'est amiral. Et il a dit bonjour à tout le monde quand il est arrivé dans la salle, y compris au serveur. Il a dit au revoir à tout le monde en partant de la salle, Voilà. y compris au serveur. Bah, tu vois, c'est Il a dit qu'il révélateur. connaissait les 800 prénoms dans son porte-avions. Et il nous a dit, pour terminer, effectivement, ce qui m'avait marqué, que quand tu dois faire atterrir, en fait, comme tu viens de dire, un Rafale qui arrive à 800 km/h et qu'il faut l'arrêter en quelques secondes, en fait, tu ne peux pas. Ta décision d'amiral n'a aucun poids Voilà. si le reste de la fourmilière ne fonctionne pas en autonomie, avec chacun son sens de la responsabilité, de l'éthique, de la discipline, et qui va faire que le truc ne crache pas. Et qui passe même, il m'avait dit un truc qui m'avait marqué, que si le mec qui sort les poubelles les sort au mauvais moment, Ouais. et du coup il y a une Il y armée a de des goélands goélands, qui se c'est ramènent, ça. et que le Rafale se les prend, bah tu craches le Rafale. Parce que en ça, fait, c'est des tu vois. histoires vraies. Ouais, c'est ça. Oui. Et donc en fait, chaque personne, même le plus petit poste, ils ont cette responsabilité énorme pour que le reste, la survie des autres, en fait. Et ils le savent vraiment. C'est-à-dire que, tu vois, pour avoir embarqué à plusieurs reprises sur des bateaux de guerre, en fait, chacun d'entre eux, même, tu vois, les gilets jaunes, les chiens jaunes, c'est des gars qui sont sur le pont d'envol, qui ont parfois 16 ans, qui sont en décrochage scolaire. En fait, ils savent qu'ils font partie d'une chaîne d'excellence et d'exception et qu'on compte sur eux. Et parce que, en fait, à côté de ce leadership par l'abandon dont je t'ai parlé, il y a le leadership par les pieds. Et ça, c'est la dimension micro, c'est celle que tu viens d'évoquer. C'est celle dans laquelle excellent la plupart des grands commandants militaires. C'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de chacun de ces hommes, physiquement, émotionnellement, pour comprendre leur réalité. Et du coup, l'exercice du commandement, c'est essentiellement labourer le terrain. Labourer le terrain. Pour montrer qu'on est en capacité de comprendre. Donc, pour moi, c'est un monde qui est fantastique, alors qui n'est pas parfait. Aucun monde n'est parfait, aucun homme n'est parfait. Mais en revanche, qui est une vraie source d'inspiration pour le monde des entrepreneurs et pour le monde des dirigeants, parce que, par la force des choses, ils ont dû consolider un modèle social d'excellence. Ils n'ont pas de business model. Donc, le seul truc qu'ils ont, c'est une qualité de l'engagement exceptionnelle, à l'échelle de 40 000 hommes pour la Marine nationale, un peu moins. Donc, ce sont des gigastructures où chaque bonhomme peut flinguer l'intégralité du système, où chacun compte, et où, avec le temps qui passe, on a consolidé des modèles organisationnels, des modèles de gouvernance. La fonction prime le grade. Ça veut dire que tu peux avoir 18 ans sur un bateau de guerre qui vaut 4, 5, 10 milliards. Être le barreur, donc celui qui pilote. Qui pilote le bateau. Et recevoir de nuit une délégation de commandement de ton commandant. Une délégation de commandement. Parce que la fonction prime le grade. Ça, ce sont des éléments qui sont fantastiques pour le monde de l'entreprise et particulièrement dans un contexte de chaos, d'instabilité, de complexité, comme c'est le cas de notre nouvelle ère, probablement pour les 10, 15, peut-être 50 prochaines années. C'est parce qu'en fait, c'est leur terrain de jeu à eux, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a des ponts que l'on doit faire. C'est pas qu'il faut les faire, on doit les faire. C'est impératif, c'est impérieux, parce qu'en fait, on a un trésor en France. Ce sont ces rétex, ces retours d'expérience. Et ils sont en capacité de rendre beaucoup plus robustes et plus résilients nos organisations, notre économie, et même notre aguerrissement collectif. C'est-à-dire que tu vois, la fierté que tu as d'être un marin, plus qu'un soldat d'ailleurs, hein, un marin, de faire partie de cet équipage, c'est une source d'inspiration véritable pour la société française.
Moi, je rêve d'une société dans laquelle on est fier, et pas parce qu'on n'aime pas les immigrés, et pas parce qu'en fait, on est patriote, et qu'en fait, tout le reste du monde, c'est de la merde, et qu'on est complotiste, et qu'on se dit qu'on va revenir dans un petit village global, tu vois. Non. Juste parce qu'en fait, c'est ça notre squadra, c'est ça notre équipe, c'est ça notre famille. Et je pense que les Français il y a un retour de l'amour pour les militaires, pour les policiers, pour tous les gens qui incarnent l'ordre et qui ont une mission incroyablement difficile, parce que, comme tu dis, ils sont tiraillés en plus par des bords politiques à gauche qui les traitent de fachos et de violents, sans même comprendre ce que c'est que leur fonction, et à droite qui les récupère pour en faire des outils d'ostracisation. De propagande. De propagande, quoi. Donc c'est terriblement difficile, ces métiers-là, c'est fou. Mais je pense que... Mais je le sens, tu vois, les militaires... par exemple, Legend, j'écoute souvent aussi le podcast qui s'appelle Legend. Ils invitent énormément de militaires, ça fait partie des épisodes les plus écoutés. Enfin, tu sens qu'en fait, c'est un monde qui fascine. Et c'est un monde qui a gardé une forme, en effet, d'intégrité, de respect, de valeur qui force l'admiration. Dans un monde aujourd'hui, on est, comme tu dis, voilà, dans l'immédiateté, le crachage public. Voilà, et donc c'est impressionnant. Et donc toi, aujourd'hui, tu es marié avec un Je suis pas mariée, mais oui, je partage ma vie avec. Tu partages ta vie avec, voilà, ok. Ça veut dire quoi? Ça ressemble à quoi la vie de quelqu'un qui vit avec un militaire? Y a beaucoup de silence. Voilà. Déjà, ça ressemble à ça. Parce que alors moi, je partage ma vie en plus avec un militaire un peu spécial. Donc, il y a beaucoup de silence. Il y a beaucoup de silence. Il y a une forme de gravitas permanente. En fait, ce qui est très intéressant, et je pense que c'est pour ça que je suis avec cet homme-là, mais ça révèle ce que j'ai essayé de t'expliquer auparavant. C'est qu'il y a à la fois une gravitas, donc une gravité en termes d'humanité omniprésente, de par ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils servent au quotidien. Et en même temps, une légèreté, un bon sens omniprésent. Et moi, ça me fait beaucoup de bien. Parce que tu vois, je pense que l'entrepreneuriat, il est perdu entre ces deux zones, où il pense qu'il est engagé, alors qu'il est engagé de rien du tout, où il est souvent très superficiel sur un paquet de sujets. Et en fait, je me suis accrochée à cet univers et à cet homme-là en particulier, parce que moi, ça consolide la quille de mon bateau, tu vois. Dans un monde de girouettes, de pacotilles, tout le monde te raconte n'importe quoi, entre les levées de fonds, Franchement, ouais. LinkedIn, c'est devenu quand même... C'est hyper intéressant. Il faudrait faire une étude sociologique sur l'entrepreneuriat à LinkedIn, parce que c'est n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'on sait tous que c'est n'importe quoi. Mais on regarde quand même. On like, on fait des petits commentaires... Donc, on se raconte des mensonges, on se construit une image, etc. Le truc qui m'horripile le plus, c'est pas ça, parce que ça m'horripile pas, ça m'amuse presque, mais c'est la dimension engagée, tu vois, qu'on peut retrouver sur LinkedIn et qui, pour moi... Le faux engagement, quoi, le bullshit. Ça, je n'en peux plus. Voilà. Ça, je n'en peux plus. Et donc, voilà. Une femme, ça ouais, y est, je suis la de l'année. Et tu vois, ne plus avoir la mesure des choses. Ne plus avoir la mesure des choses. En fait, l'engagement chez les forces spéciales de la Marine nationale, c'est donner du sens à ces valeurs au risque de perdre quelque chose, le quelque chose étant pour eux la vie. En fait, c'est ça, s'engager. Tu vois, s'engager, c'est pas... on fait... bon, c'est bien la lutte contre le gaspillage, mais ok. Mais à un moment donné, mettons de la mesure dans les choses, tu vois, pour se dire, bah voilà, il y a des gradations d'engagement. Dans le rôle du héros, voilà. Il y a des gradations d'engagement, et malheureusement... Il y a le héros qui va faire voilà. sa vie, quoi. Et puis, il y a des gradations dans les héros. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, je crois qu'il y a des gradations dans les héros. Et donc, le fait de partager ma vie avec quelqu'un qui a ce niveau de gravité et en même temps cette aptitude presque enfantine, mais qu'ont beaucoup de militaires, à être hyper content juste de la vie. En fait, par exemple, c'est un mec qui est hyper content de prendre une douche chaude parce qu'il a eu très froid. Et tu vois, pourtant, il est sorti des opérations depuis quelques années maintenant, depuis qu'on a des enfants. Et à chaque fois qu'il prend une douche chaude, je sais qu'il se dit « mais quelle chance j'ai ». Et ça, c'est une leçon pour moi. C'est-à-dire je vois, par exemple, quand il y a eu l'horrible tragédie sur les enfants Bibas, j'ai vu passer dans son regard un espèce de voile qui voulait dire « j'ai déjà connu ». Je sais, et donc j'ai un recul et une distance, et ok. D'ailleurs, il a dit une phrase sibylline qui consistait à dire « tu ne sais pas ce que j'ai vu, donc ne me demande pas de surréagir ». Ok, très bien.
Et en même temps, il va prendre une douche. Et là, c'est le plus heureux des hommes. Et tu vois, cette espèce de truc-là, mais qu'on retrouve en fait chez beaucoup de militaires, notamment ceux qui ont fait des opérations. C'est quelque chose qui est spéciale, c'est quoi pour décrire un peu les gens qui connaissent pas ce que ça veut dire? T'as les opérations conventionnelles, c'est typiquement, tu vois, aujourd'hui, ce qu'on voit en Ukraine, c'est des combats conventionnels. Et puis les opérations spéciales, c'est, si on parle de la marine, c'est des groupes de forces spéciales, donc on appelle des commandos. Aux États-Unis, les Navy SEAL qui sont projetés sur des théâtres d'opération et qui doivent réaliser des effets stratégiques et politiques majeurs. Donc c'est Ben Laden, par exemple, pour donner des exemples, okay, ouais. tu vois, qui sont très connus en France, c'est la prise d'otage du Ponant. Voilà, c'est des effets stratégiques et politiques majeurs. Ça veut dire qu'un groupe de quelques hommes... Le Bataclan, c'est les forces spéciales ou c'est... non, c'est le GIGN. C'est la BRI. C'est la BRI. Oui. En fait, c'est un groupe de quelques hommes qui va réaliser un effet militaire très ciblé, mais qui est également un effet stratégique. En opération, ils sont directement reliés au président de la République. Donc voilà, le fait de... Mais en fait, tous les militaires sont exceptionnels, c'est trop, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens exceptionnels. Il y a beaucoup de gens exceptionnels parce que d'abord, ils s'engagent dans la durée, ils sont là, ils sont payés que dalle. Que dalle. Tu vois, parfois, moi, j'ai des sueurs froides quand j'ai des négociations salariales dans mes entreprises. Hein, parce que je connais l'envers du décor, tu vois, de gens qui donnent tellement plus. Qui donnent leur vie, quoi. Mais qui donnent tellement plus, qui n'ont rien et à qui personne ne dira jamais merci. Et en face de moi, j'ai des discussions avec des gens qui me disent « Mais je vaux 100K, mais je veux la semaine des 4 jours, mais regarde comme je suis engagée. » Et tu vois, au fond de moi, j'ai le « Reste zen. » Ça m'aide vachement. Et dernier point que je voulais te partager, c'est que je pense que la plus belle leçon d'humanité et de sensibilité, je l'ai reçue d'un militaire et non des moindres, du général Lecointre, l'ancien chef d'état-major des armées. Qui avait démissionné parce qu'il trouvait que Emmanuel Macron était... Il s'entendait plus avec lui, en tout cas, c'est un truc comme ça, non? En tout cas, disons que il est parti. Voilà. Donc ça, c'est le devoir de réserve. Il est parti. Mais ça s'est terminé. Ça s'est terminé. Mais en fait, c'est un homme avec qui j'ai passé 2 heures dans ma vie. Et je pense que c'est 2 heures parmi les 2 heures à plus haute intensité de toute mon existence. Parce que cet homme-là, mais comme d'autres, est un concentré d'humanité et de sagesse. C'est du délire. Et du coup, je comprends mieux aussi que les hommes politiques aient peur de ce genre de personnalité. Et l'histoire récente nous montre qu'il y a une mise à distance du militaire par le politique de plus en plus, voire, j'oserais dire, une tentative d'émasculation des militaires par le politique qui est pas bien, peut-être, soit dans sa masculinité, soit dans son leadership, je n'en sais rien. Qu'est-ce qui t'avait le plus marqué dans cet échange? Bon, la puissance de son propos, la capacité à aller en 5 minutes de conversation au cœur des choses de la manière la plus nue, la plus béante. Tu sais, c'est très militaire, donc en fait, c'est rapide, c'est radical. Tu fais pas de décorum. En fait, de manière imagée, c'est comme si, en l'espace de 10 minutes, j'avais en face de moi un homme totalement nu dans son humanité, 100% dans sa vérité, 100% offert. D'ailleurs, c'est un homme qui a écrit un bouquin sur ce qu'il a vécu militairement, qui l'a beaucoup marqué, parce qu'il a vécu une opération très complexe, très lourde aussi, en termes de bilan humain. C'est un bouquin sur les chefs? Non, ça c'est Pierre de Villiers. Ah, Pierre de Villiers. Oui. Non, Lecointre, c'est après. Mais Pierre, c'est la même chose. Pierre, c'est un homme extraordinaire. Il est dingue. Et tu vois, mon histoire de la douche, pour Pierre, c'est le foot. C'est-à-dire que Pierre, c'est un mec qui a mené des transformations gigantesques, notamment volumiques au niveau des armées. C'est un gars qui a tenu très droit son éthique face au jeune président de la République, Emmanuel Macron, qui lui a rappelé qu'il était le chef et qu'il devait obéir. Coucou panier, mec. C'est comme ça que ça a commencé la Macronie. Hein. Crime de lèse-majesté envers les militaires qui servent leur pays et qui risquent leur vie. Et qui, en même temps, dans cette éthique extraordinaire et dans cette expérience extraordinaire,
est un fan de foot complètement dingue. Et tu vois, ce côté savoir capturer la vie et se dire « Oh putain, ça c'est génial !» voilà. Et kiffer comme un enfant. Et donc, si on devait retenir une chose que les entrepreneurs qui nous écoutent doivent prendre du monde militaire, tu dirais quoi? L'humilité? Une chose, c'est dur, l'humilité, la modestie. Je sais que t'aimes pas choisir, Emmanuel. Je sais que t'es quelqu'un qui... je pense que ce qu'il faut qu'ils retiennent, c'est que ce sont des leaders d'exception et des leaders de l'ombre. Je pense que c'est ça l'enseignement le plus intéressant. Ensuite, quand tu rencontres des gens comme ça, tu creuses et tu comprends l'immensité de ce qui se cache derrière. Mais ce sont des hommes et des femmes exceptionnels de l'ombre. Et donc peut-être que pour l'entrepreneuriat, plus que les entrepreneurs, ce qui est utile de se rappeler, c'est qu'on vit dans une époque vocale, de marketing de soi, ultra digitalisée, ultra superficielle, ultra bullshit. Et de ne pas se tromper sur la valeur de nos contributions et de nos engagements respectifs. Parce qu'en fait, ce qu'on voit pas, en fait, à commencer par les militaires, mais il existe plein de professions comme celle-ci, peut-être que les vrais héros sont là. J'aime bien cette leçon. J'aime beaucoup. J'ai oublié de te poser une question au démarrage de cet épisode, qui est la question que je pose à tous mes invités. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti à poil et sans filet? C'était il n'y a pas très longtemps. Je me suis sentie à poil et sans filet en décembre, quand après une bataille juridique très lourde, très longue sur Bugali, qui est une start-up industrielle. Il y avait pas mal... Des livres pour enfants. Voilà, des livres pour enfants, une console de lecture qui rend tactile le livre papier. Donc une innovation technologique, 4 ans de R&D, 1 an d'industrialisation, enfin un gros truc, tu vois. Plein de soulevés, ce qui font la fierté de tous les entrepreneurs normalement. Bref, évidemment des luttes intestines entre les associés, les financiers, j'ai envie de dire assez banales. Bref, mais au sortir de ça, moi qui ai toujours eu plusieurs entreprises en parallèle, et là j'en avais vraiment 2, tu vois, les Boson et Bugali, j'ai eu une discussion avec mon actionnaire chez Boson, qui m'a demandé de me réemparer stratégiquement et puissamment du projet The Boson Project. Là, je me suis sentie à poil et sans filet parce qu'en fait, je sortais d'une bagarre qui m'avait enlevé quelques plumes. J'étais fatiguée. J'avais envie en fait, je pense que j'avais envie d'un tout petit peu de repos. Je venais de découvrir que j'attendais un bébé et j'ai cette exigence légitime mais très lourde de conséquences devant moi. Là, je me suis sentie à poil et d'ailleurs, je me suis mise à pleurer comme une madeleine pendant 1 heure. Voilà. Et puis... Alors, j'ai pas compris, c'est-à-dire que ton actionnaire t'a demandé de te reconcentrer maintenant sur ton projet, c'est ça, ou j'ai pas bien compris? Mon actionnaire m'a demandé, pour bien connaître le business de The Boson Project, En fait, c'est une boîte, tu vois, qui a toujours été à l'avant-garde sur des sujets de management, de leadership, etc. C'est une boîte dans laquelle il y a une fabrique des idées qui est extrêmement féconde. Mais presque l'époque nous a dépassés, tu vois, par sa vitesse et par sa rapidité. Et là, ils m'ont dit, voilà... Alors, ils l'ont pas dit comme ça, je suis plus gentille que... Mais Emmanuel, est-ce qu'il ne faudrait pas, là, tout de suite, rentrer pleinement dans le sujet, rentrer pleinement dans le projet, mettre tout ce que tu es à l'intérieur de ça pour réfléchir à ce que ça veut dire pour les 10 prochaines années, que le monde de l'entreprise, le monde du leadership, le capitalisme, il faut réécrire l'histoire des 10 prochaines années. Et plutôt que de te concentrer sur Bugali, c'est ça que tu voulais dire? C'est à la fois ça et aussi de dire, en fait, on t'attend, faut que tu sois au rendez-vous et là, on va te demander un exercice d'intensité intellectuelle et entrepreneuriale très, très lourd.
qui n'était pas vraiment le sens de l'histoire dans lequel j'étais, parce que tu vois, j'avais structuré une gouvernance, enfin voilà, c'est la vie des entrepreneurs. Oui, t'étais plus comme, parce que tu gères aussi beaucoup J'étais de projets. présidente. Tu étais présidente, donc tu étais plus loin, tu avais laissé les opérations. Et là, ce qu'on te demande, c'est en fait, alors que tu viens de sortir d'une période très compliquée avec Bugali, t'as avec tout compris. Procès, etc. T'as tout compris. En fait, meuf, c'est pas, tu pars pas prendre ton break, tu reviens au combat et c'est maintenant, quoi. Tu reviens au combat. Mais c'est exactement ça. C'est tu reviens au combat et c'est un combat entrepreneurial, c'est un combat business, mais c'est d'abord et avant tout un combat intellectuel. Et là, je me suis sentie à poil et sans filet. Parce que peur de pas réussir ? Non, parce qu'en fait, j'étais sortie avec quelques plumes en moins de ce que je venais de mener. Alors, avec beaucoup de force en plus, tu vois. Mais tu sais, tu as des moments de vulnérabilité et qu'il faut accepter, en fait. Je pense que j'en suis sortie égratignée et en même temps plus puissante que jamais d'un point de vue entrepreneurial, parce que j'ai appris quelque chose que je n'avais jamais appris. Et j'ai découvert à quel point j'étais une guerrière et que rien ne pouvait m'arrêter pour un projet. Rien. Mais ça, c'est une sacrée leçon sur soi. De dire, en fait, aussi humaniste que je puisse me penser, à un moment donné, il n'y a plus rien qui m'arrête. Ok. Mais du coup, quand même, tu vois, tu sors de ta bagarre qui devient une guerre. Et puis tu regardes le champ de bataille, il n'y a plus personne dessus. Toi, t'es quand même un peu abîmé, quoi. Et là, sort du fagot ton actionnaire, qui depuis 4-5 ans t'observe, est gentil, machin, tout ce que tu veux, pas de problème. Et qui te dit, au fait, on a un truc à te demander. Parce que, tu vois, le petit champ de bataille, là, c'était super. Mais alors, là, il y a un très, très gros champ de bataille. On pense que tu peux être la guerrière de la situation. Je sais là, oh my goodness. Ça, avec un bébé dans le ventre. Enfin, tu vois. Voilà. Mais c'est après, la réponse à cette question-là, c'est d'accepter la vulnérabilité passagère. D'ailleurs, je pense qu'ils l'ont bien vu parce qu'ils se sont... Ils étaient totalement circonspects de voir que je me suis effondrée en larmes. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Et globalement, ça a duré 6 semaines, tu vois. Et c'était OK. En fait, c'était OK. Et après, j'ai bien réfléchi et je me suis dit, OK, est-ce que je suis prête à faire un autre combat ? D'accord. Tu vois. Et du coup, je vais gérer le temps pour que ça soit compatible et que ça soit OK. Mais j'avais pas, tu vois, j'avais pas du tout planifié d'être Xena et la guerrière là pour les 2 prochaines années, après les 18 mois que je viens de vivre. Non. Donc là, je me suis sentie au bord du précipice. C'est un modèle, c'est une des questions que je voulais te poser, c'est que tu as un modèle d'entrepreneuriat où tu fais plein de choses, tu es multi-entrepreneur comme on dit, c'est-à-dire tu as Bugali qui était cette boîte de livres pour enfants, tu as les Bosons qui sont historiquement la boîte de conseil, après tu as aussi les maisons Bosons. Mm-hmm. Tu as lancé des associations, enfin voilà, tu es réserviste, tu es maman de 4 enfants. Je donne des cours au CHEM, au Centre des hautes études militaires. Mère de 4 enfants, enfin voilà, donc il y a des milliers d'activités. Comment est-ce qu'on fait pour gérer, ou qu'est-ce qu'on ne gère pas plutôt quand on veut avoir cette vie-là ? Alors, déjà, je suis pas parfaite, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses que je fais pas du tout. Il y a beaucoup de choses probablement que je fais très mal. Après, j'ai toujours été multi-activité. Je pourrais pas... Tu vois, j'ai jamais compris dans l'entrepreneuriat, quand on avait levé des fonds et tout le monde était là, mais il faut que tu sois focus. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais ça a peut-être du sens, tu vois, dans l'histoire de l'entrepreneuriat, c'est possible. Mais pour moi, à titre personnel, ça n'a pas de sens. Bon, c'est sûr que tu peux pas mener 10 boîtes en même temps. Ça n'existe pas, ça n'a jamais fonctionné. Mais en fait, quand tu es sur des sujets qui sont très intellectuels, et c'est quand même un peu la caractéristique de mes projets, c'est que c'est des projets de contenu, systématiquement. Oui, militante, bien sûr. Bugali, ok, c'est une boîte industrielle, il y a une chaîne de prod, il y a des millions en dizaines qui ont été levés. Ok, il n'empêche qu'à un moment donné, c'est une nouvelle vision de l'éducation par la tech. Donc, enfin, tu vois, les Bosons, c'est une vision différente de la responsabilité dans l'entreprise, par l'entreprise, pour la société. Donc, Youth Forever, c'est un observatoire européen de la génération climat. Woman Up, c'est une association sur les sujets de diversité hommes-femmes. C'est des combats, en fait. Tu vois, c'est toujours des messages politiques. Donc, comment est-ce qu'on fait pour développer un programme politique composé de différents projets qui avancent tous en même temps? Alors déjà, on accepte qu'ils n'avancent pas tous à la même vitesse. Ça a été un renoncement vachement dur pour moi parce que tu vois, quand tu mets tout ton poids dans le truc, ça avance hyper vite
Et puis très souvent, quand tu fais confiance à une équipe, ça avance pas comme tu voudrais. En tout cas, pas à la vitesse. C'est pas très grave. C'est-à-dire que pour moi, le fait de réussir à faire avancer plusieurs fronts en même temps est plus important que de gagner 20 km/h sur un front seulement. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est le projet global. D'ailleurs, The Boson Project s'appelle The Boson Project parce que c'est un projet, tu vois. Et c'est le cas depuis 13 ans maintenant. Donc ça n'a pas changé. Et donc The Boson Project, finalement, a vocation à être une ombrelle de plein de projets dessous qui sont extrêmement cohérents dans l'esprit qu'il délivre, tu vois. Le deuxième élément, c'est s'entourer d'équipes qui sont très robustes, à qui on fait confiance et qu'on met en position de succès. C'est pas toujours simple. Là-dessus, toi, tu restes toujours actionnaire majoritaire et après, tu fais quoi? Tu t'associes ou tu gardes 100% du capital et tu autonomises les équipes? Il y a tous les schémas. Tous les schémas. Ça dépend des circonstances, des moments. Il y a des formes qui ne sont pas des formes entrepreneuriales. Quand ce sont des associations. Oui. Mais même en fait, tu vois, j'ai créé des initiatives qui n'ont pas de forme juridique. À un moment donné, c'est la réunion d'hommes et femmes ensemble, et non des moindres. Hein, tu vois, on a fait Tchatch. Tchatch, c'était génial. D'ailleurs, il va y en avoir peut-être un. Je me souviens, c'était un talk. C'est un spectacle de catch. Justement, c'est l'allégorie de notre société, tu vois, un spectacle de catch. Avec des intellectuels sur des sujets de société, mais des gens qui sont profondément pas d'accord. T'as un jury à la The Voice ou à la Nunda Saison, sauf que c'est des vrais mecs derrière, tu vois, des gens qui ont vraiment un peu de la bouteille pour raconter des trucs intéressants. Et puis on met sur le ring des sujets de société comme la guerre des QI à l'ère de l'IA, comme la guerre des QI. Ouais. Ok. Comme peut-on sortir de sa condition sociale aujourd'hui? C'est encore possible ou pas? Comme la politique, comme, tu vois, déserter ou s'adapter. C'est des vrais sujets, en fait, parce que c'est des sujets qui touchent les travailleurs, tu vois, où qu'ils soient. Voilà. Et donc, pour Tchatch, par exemple, c'est la réunion d'une équipe absolument extraordinaire. T'as Bertrand Perrier, qui est avocat à la Cour de casse et au Conseil d'État. Je avec lui la semaine prochaine. Voilà. Et bah, tu vois, Bertrand, c'est Tchatch. Incroyable, Bertrand Perrier. T'as Emmett Brown, qui est une émanation des Hernadettes avec Gunther Love et compagnie. Donc, en l'occurrence, il s'appelle Sylvain Kimel, parce que c'est des comédiens un peu fous. Mais Gunther, c'est un entrepreneur, c'est un artiste. Il a créé Chambre Noire, un label de musique. Enfin, Et tu vois, il y a une boîte de prod. Et en fait, ces gens-là ont conçu un projet. On a fait 3 tchatchs, on va en faire un 4e. Il n'y a pas de forme juridique. Donc tu vois, brillants qui veulent s'emparer de sujets de société et s'amuser. Je pense que c'est la puissance de l'entrepreneuriat politique, tu vois, parce que il y a un moment donné, il y a des trucs qui nous dépassent, il y a des messages qu'on a envie de porter. Alors t'as raison parce que t'as dit s'amuser, c'est vachement important. C'est-à-dire qu'il y a aussi le goût d'être ensemble et de réaliser des trucs hyper durs, mais ensemble. Donc ça contribue au fait que t'acceptes des modalités de coopération qui sont un peu bizarres. Mais à la fin, en fait, ce qui nous fait vibrer, c'est ce qu'on est en train de faire. Enfin, tu vois, du coup, c'est pas vraiment l'histoire du véhicule entrepreneurial qui compte. Donc, t'as toutes les formes. J'ai toutes les formes. Mais à chaque fois, j'ai quand même, autour de moi, je suis hyper entourée. Et je suis pas entourée par des bras cassés, tu vois. Je suis entourée par des gens exceptionnels. Enfin, je sais pas ce que tu penses de Bertrand Perrier, mais il est exceptionnel. Bien sûr. Voilà. Il est exceptionnel. Maître de l'éloquence. Voilà, t'as rencontré Eric Malbruno, il est exceptionnel. Tu n'as pas rencontré Édouard de Kecker, qui est un des patrons de la chaire d'économie urbaine de l'ESSEC, il est exceptionnel. En fait, ma guilde, ce sont eux. Tu vois ? Donc ça, c'est le deuxième truc. Et puis le troisième truc qui est plus personnel pour répondre à ta question, sur comment on fait beaucoup de choses en même temps, je pense qu'il faut accepter de ne pas faire du tout certains trucs. Et notamment d'un point de vue personnel. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je suis vraiment une maman. C'est très important pour moi. Sinon, j'aurais pas 3 enfants et demi en si peu de temps. C'est très important dans ma construction. Je pense que ça fait de moi, d'ailleurs, un meilleur entrepreneur. Pour autant, tu vois, est-ce que j'ai une vie culturelle extrêmement riche ? Non. Est-ce que j'ai une vie de réseau où je vais dîner au siècle et machin et bidule et le prix des femmes de je sais pas quoi ? Je ne peux pas. Je dis non, tout le temps. Je ne peux pas. Est-ce que c'est grave ? Non. Parce que ce qui compte pour moi, c'est 2 choses. C'est mes enfants et mes idées. Tu vois ? Et donc, j'accepte et je suis
je suis très sereine avec le fait que dans ce moment-là de ma vie, qui est un moment de combat et de porte-parole et un moment aussi de maternité, qui est vachement important. Ce moment, j'ai peur d'ailleurs qu'il s'arrête, ce moment, tu vois. Donc, je vais pas faire 50 enfants, hein, mais les idées, c'est aussi un peu des enfants. Mais dans ce moment-là, en fait, non, je vais pas aller courir le trail. Non, je vais pas, tu vois, je vais pas faire le théâtre classique de je ne sais. En fait, je peux pas. Voilà. Et puis les réseaux. Choisir, c'est renoncer. Voilà. Puis les réseaux vachement importants dans le business, machin. En fait, je peux pas. Voilà. Et tu sais quoi, c'est pas grave. Ça a été grave un moment. Parce que le corollaire de ça, si on prend le sujet réseau, hein, c'est la notoriété. Donc, il y a des combats qui sont lourds de conséquences. Mais... Tu veux dire, pour Bugali, t'as eu peur que ça abîme ton image ? Non, pas du tout. C'est que, en fait, les dîners en ville, les bons réseaux, les bons pince-fesses où il faut être, c'est un, des sources de business. Deux, des trucs qui, pour ton ego, sont vachement importants. Parce qu'après, tout le monde parle de toi, et t'es en photo avec Bidule, dans je sais pas quel média tout pourri. Fine, tu vois. Donc, il y a un moment où tu fais aussi des choix qui entravent ta notoriété personnelle. Moi, je suis un personnage public, mais comme toi, d'une certaine manière. Et donc, il faut accepter que la machine médiatique, elle puisse se ralentir. Ça, c'est une vraie conséquence. Tu vois. Et dans l'entrepreneuriat, c'est très important. Vu, tu veux dire ? Accepter d'être moins vu, accepter d'être moins visible, accepter... Parce que je n'accepte plus de donner de ma personne comme j'ai pu le faire. Parce qu'à un moment donné, j'ai dû resserrer, tu vois, mes territoires d'action, d'action et de présence véritable, bien sûr. Tu vois. Et je me suis dit, ok, c'est super important, mais c'est en fait moins important que les sujets sur lesquels aujourd'hui je dois me concentrer. Et donc parler aux bonnes personnes, faire bouger les bonnes personnes, mettre en action des idées. Moins mais mieux. Après, le média est une façon de s'exprimer, d'être visible. Aujourd'hui, notamment, pour le coup, s'il y a un avantage aux réseaux sociaux. Je sais que toi, tu écris beaucoup d'articles, par exemple. Oui. Tu peux être ton propre média, tu vois. Donc, Bien tu peux sûr. prendre la parole depuis n'importe où, depuis Naples, c'est ce que tu fais, tu vois. Oui. Simplement, effectivement, tu vas peut-être pas être dans les échos parce que tu vas pas connaître... En fait, tu vois, mon point, c'était moins les médias que les réseaux. Des réseaux d'influence, des réseaux... Des clubs d'entrepreneurs, des choses bien sûr, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, ça fait partie de la machine entrepreneuriale. C'est quand même super important. Mais bon, voilà, dans la vie, on peut pas tout faire. Ouais, on peut pas tout faire, exactement. On peut pas tout faire. Ouais. Mais si, t'as des réseaux partout. Puis la France, c'est un pays de réseaux. C'est vrai. Tu vois. Pour conclure, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette année qui vient, Emmanuelle ? Écoute, tu peux me souhaiter un bébé en bonne santé. Je pense que par les temps qui courent, c'est, je crois, le trésor le plus précieux qu'on puisse avoir. Tu peux me souhaiter... beaucoup de punk attitude avec The Boson Project, parce que je pense que l'ère du conseil de demain, c'est vraiment de réussir plus que jamais à proposer un regard oblique, à être très libre dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait. Et mon défi, ça va être d'être payé pour dire les choses que les dirigeants n'ont peut-être pas envie d'entendre. Ce qui est vraiment, pour le coup, un territoire business de niche. Par exemple, mais je pense que c'est là qu'il y a de la valeur. Non, j'ai pas d'exemple particulier, mais je peux te partager mon analyse du monde du conseil, donc qui est de plus en plus mal aimé aujourd'hui. Alors McKinsey, Gate est passé par là, mais en fait, c'est pas tout à fait le sujet. Je pense que les dirigeants sont très forts dans la compréhension des enjeux, les militaires aussi, et les consultants sont à la ramasse. Parce que on a fait du conseil une commodité où tu rentres dans la petite case qui va bien, de l'offre sur étagère, complètement merdique, dont tout le monde se fout finalement. Et du coup, je me demande dans quelle mesure ce qui aura de la valeur demain n'est pas la capacité à penser en dehors des clous, à être non complaisant, quitte à être inconfortable, à être dans la pluridisciplinarité la plus incongrue, pour pouvoir être profondément utile. À être fêlé. Je crois. Voilà. Donc, ce que tu peux me souhaiter, c'est de réussir à propulser de manière très visible et très impactante les bosons dans le royaume des fêlés. Je te souhaite d'amener de la lumière, comme disait la citation tout à l'heure. Merci Emmanuelle pour ce moment. Merci Mathieu. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de À poil et sans filet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre 5 sur 5 sur la plateforme de votre choix parce que ça nous aide énormément à faire grandir le format. Il est retrouvable sur Deezer, sur Apple, sur Spotify, sur YouTube en vidéo si vous avez envie aussi.
Donc n'hésitez pas à partager, à nous mettre 5 sur 5, ça nous aide. Et surtout, à très bientôt pour le prochain épisode.